D'une manière générale, le courant entre lui et moi passe assez bien sur un plan personnel, mais il est cassant, arrogant, ne passant rien. Il est surtout intraitable avec sa propre équipe à gauche. Donc il va déjà tout de suite se faire des ennemis à gauche, au sein de la fédération du PS, etc. L'essentiel, c'était d'être ministre un jour, d'être député de Villeneuve et ensuite d'être ministre. Voilà. C'est une ambition que vous avez tout de suite sentie en lui. Oui, il me l'a dit d'ailleurs. Il vous a dit quoi? Qu'il ne resterait pas toujours député de Villeneuve, qu'il sortirait par le haut, c'est son mot. Je sortirai par le haut. Et cette ambition chez Jérôme Cahuzac, c'était une ambition pour la société? Sûrement pas. Pour lui? Désormais député, l'ambitieux M. Cahuzac veut un ancrage municipal. 2001, il se lance à l'assaut de la mairie de Villeneuve-sur-Lot. Et à Villeneuve, la religion, c'est le rugby à 13. Ça, c'est des maillots que nous avions dans les années 1999 à 2000. Pierre Soubiran, à l'époque, est vice-président du club, lorsqu'il voit débarquer un nouveau sponsor venu de l'industrie pharmaceutique. UPSA, le laboratoire offre au club 30 à 40 000 euros par an. Ce sponsor UPSA est apparu à Villeneuve dans les années 97 ou 18, je pense. Jérôme Cahuzac n'était pas étranger à sa venue. Il était plus facile de démarcher UPSA si on prenait la tâche de Jérôme Cahuzac que si on y allait tout seul. Entre 1997 et 2003, le club remporte le championnat à 4 reprises, rafle 4 Coupes de France, 2 Coupes d'Europe. Pendant ce temps-là, les laboratoires Fabre, eux, sponsorisent d'autres associations sportives de la ville. La venue des laboratoires, tout cela, entretenait autour de lui un mystère. Ces subventions qui arrivent sur les clubs sportifs de manière inhabituelle, c'est le moins qu'on puisse dire dans une ville comme la nôtre. Et évidemment, dans un premier temps, ça joue beaucoup en sa faveur, puisque ces clubs sont émerveillés de voir l'argent qui arrive. Comme les labos, la stratégie de Jérôme Cahuzac paye. En 2001, il est élu maire et donne un souffle nouveau à la ville. Ça sera sur la gauche? Ça va être sur la gauche. Donc voilà, tout ça ici, vous aviez la voie ferrée qui arrivait ici. Et la municipalité en a fait un parc. Tout ça, c'était des anciens bâtiments très vétustes. Ça a été restructuré pour en faire des logements sociaux. L'hôpital a été déménagé ici, en extérieur de ville. Pour vous, ça a été un bon faiseur, Jérôme Cahuzac? Ah oui, tout à fait, oui. Depuis une dizaine d'années, on a vu différents projets qui ont été travaillés et qui ont abouti, c'est sûr. En 2008, Cahuzac est réélu maire avec 60% des voix. Alors aujourd'hui encore, malgré le scandale, à Villeneuve, pour beaucoup, son image est à peine écornée. C'est un charmant monsieur, il est très gentil. Maintenant, c'est chacun son opinion. Hein. Ces casseroles, le mensonge? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous croyez qu'il n'y a que lui qui ment? Il a fait un mensonge. Quel politique n'a pas fait un mensonge? Quel mensonge? Il a mis de l'argent à gauche. Mais qui n'en met pas à gauche? Enfin, en tant que maire de Villeneuve, il a fait beaucoup de choses. Et donc, de ce côté-là, je le regretterai en tant que maire. Est-ce que les gens n'ont pas droit au pardon? Apprécié à Villeneuve, respecté à Paris. À la commission des finances de l'Assemblée, Gilles Carrez, élu UMP, est impressionné par cet opposant. Ce Cahuzac, chirurgien de formation, qui s'impose en expert sur les questions budgétaires. Jérôme Cahuzac était assis là, et il était porte-parole du groupe socialiste. Et au fur et à mesure des lois de finances, entre 2007 et 2010, il s'est imposé parce qu'il connaissait mieux le sujet que la plupart de ses collègues. La parole est à monsieur Jérôme Cahuzac, rapporteur pour avis. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai jamais vu monter à la tribune pour parler avec un papier. Pour 13 cette année, avec l'équilibre en perspective pour l'année prochaine. C'est vraiment un exercice risqué. Or, lui prenait ce risque à chaque intervention. Jérôme Cahuzac sûr de ses capacités. Jérôme Cahuzac trop sûr de son impunité. En novembre 2007, le tribunal de grande instance le déclare coupable pour travail dissimulé. Il a employé au noir pour 250 € par mois dans sa clinique cette aide ménagère philippine sans papier. Drôle de méthode pour un homme de gauche. Quelques années plus tard, alors qu'il transfère son compte de la Suisse vers Singapour, il profite de sa fonction à la commission des finances.
Donc là, 16 novembre 2009, audition d'Éric Woerth et Christine Lagarde par la commission des finances. Au cours de cette séance, Jérôme Cahuzac va collecter les éléments qui lui manquent. Il interroge Éric Woerth, alors ministre du Budget, pour savoir si la France échange des informations fiscales avec Singapour. Mais c'était passé inaperçu à l'époque qu'il ose poser une question sur Singapour. Si on avait su à l'époque qu'il avait un compte à Singapour, c'est quand même incroyable, quoi. Mais ça, c'est l'aspect joueur du personnage. Vous voyez, celui qui aime toujours être à la limite et au-delà. Assis sur sa bombe, Jérôme Cahuzac s'est peu à peu enfermé dans le mensonge, comme si celui-ci n'avait jamais existé. Je pense qu'il y a dans son cœur ou sa tête, quelque part, une angoisse, un manque je ne sais pas de quoi, qui fait qu'il s'est protégé aussi de cette façon. Et quand il a réussi, il oublie qu'il a fait ça. Ça peut vous choquer, mais j'ai le sentiment que quand il dit « je n'ai jamais eu de compte en Suisse », j'ai l'impression qu'il le croit lui-même. Pour son mensonge, Jérôme Cahuzac a déjà payé, et cher. Pour la fraude, il risque jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende. Voilà pour ce reportage, cette enquête psychologique de Yvan Martinet, Yann Moine et Mickaël Bozo. Et nous sommes ici avec vous, Claudine Bilan, au Palais Royal. Très bel endroit. Alors pour justifier qu'on y soit, je vais dire que c'est ici que se trouve le Conseil d'État, Conseil constitutionnel, la Comédie Française, etc. Mais c'est aussi un endroit qui, dans le temps, était un endroit de jeu, de tripot, de libertinage, de faux semblants et de certains mensonges. C'est un peu tiré par les cheveux, mais je dis ça parce que vous avez écrit Psychologie du menteur. Donc vous allez nous éclairer un petit peu sur le cas Cahuzac, si je puis dire. Vous dites Cahuzac, côté mensonge, c'est un cas d'école. En quoi c'est un cas d'école? C'est un cas d'école parce que c'est un mensonge parfait, y compris dans la chute. Il est parfait parce que Jérôme Cahuzac n'a... Quand il ment à l'Assemblée nationale, il ment avec un aplomb incroyable, ça tout le monde le sait, mais non verbalement, puisque c'est ça qui m'intéresse, enfin c'est là-dessus que je travaille, non verbalement il est parfait, c'est-à-dire que... On aurait observé sa gestuelle, ses propos, son timbre de voix, etc. Tout à fait. On n'aurait pas pu décerner qu'il mentait. Il ne présente aucune émotion particulière, il ne scie pas, il a un timbre de voix, enfin une fréquence fondamentale, c'est-à-dire le timbre de sa voix qui est grave. Il combat tous les signes et tous les stéréotypes du mensonge. Donc sa manière de faire est parfaite. Tout ce qui pourrait le trahir Tout à fait. est habilement gommé. C'est un champion du monde du mensonge. En tout cas, il est très fort. De France, on il va est très dire, fort. d'accord. Et ça, il faut une intelligence particulière. Ça s'apprend comment, ça? C'est inné ou c'est quoi? Non, c'est pas inné, ça s'apprend, mais intelligence particulière, peut-être pas, mais une personnalité, oui, sûrement. C'est-à-dire que les bons menteurs sont des gens qui sont en général des extravertis, ce sont des gens qui sont de bons communicants, des bons communicateurs, des bons orateurs, ce qu'il est, ce qu'on disait de lui, hein. Voilà. Des gens, de lui. Voilà, des gens qui ont un certain charisme, une certaine aura, etc., etc. Donc je crois qu'au niveau de la personnalité, il a tout ce qu'il faut pour faire un bon menteur. Et vous dites qu'il y a une sorte de jouissance à mentir et encore plus à bien mentir, j'imagine. Oui, c'est-à-dire que le mensonge... On prend plaisir à le faire. Voilà, le mensonge éveille 3 émotions, pas forcément toutes les 3 en même temps, pas forcément systématiquement, mais le mensonge éveille 3 émotions, 2 émotions négatives et une émotion positive. Et cette émotion positive qu'on appelle le délice de la duperie, il est assez rare de la constater. Or, chez M. Cahuzac, on la constate, notamment chez un de vos confrères, quand il sourit en lui répondant à une question, enfin c'est à la radio, je crois que c'est M. Voilà, quand il a fait ses aveux, voilà. Sa confession. Voilà. Là, dans quoi? Dans son visage, dans un sourire ébauché, vous avez lu c'est pas quand il fait ses aveux, un signe de jouissance. Tout à fait. Ce qu'on appelle le délice de la duperie. Et on le remarque, et c'est assez rare de le rencontrer chez les menteurs. C'est-à-dire qu'en général, les menteurs ont des émotions négatives, c'est-à-dire vous et moi, hein, on a des émotions négatives du mensonge. En quoi? Mais, en quoi négatif? Parce qu'il y a 2 émotions négatives. Il y a la peur d'être pris. La peur de se faire prendre. Et la honte qui est dérivée de la culpabilité qu'on a à mentir puisqu'on transgresse une règle morale. Et lui, la peur, la honte, il les a ou pas? Vraisemblablement, oui, j'espère pour lui. Plus ce délice de la duperie, voilà. Et vous pensez qu'il regrette vraiment d'avoir menti ou qu'il regrette surtout d'avoir été pris? Je ne sais pas. J'aurais tendance un menteur en général. Le menteur est très vexé d'être pris.
Il est toujours vexé, même vous, même moi. Quand Plus que d'avoir menti. Ah oui, on est très très vexé. Quand quelqu'un nous dit, nous prend la main dans le pot de confiture, on est toujours très vexé, oui. Pourquoi ça a cet écho dans l'opinion? Pourquoi il y a cette réaction? On se souvient de Clinton et de son fameux mensonge. Là, on a un flagrant délit de mensonge. Pourquoi est-ce que ça passe aussi mal? D'abord parce que, quoi qu'il arrive, mentir, c'est la transgression d'une règle morale. C'est-à-dire qu'entre vous et moi, entre tout le monde, entre les gens, il y a une règle implicite de vie commune qui est vous me dites la vérité, je vous dis la vérité, etc. C'est un présupposé. Voilà, on ne se dit jamais que les gens qui nous parlent vont nous mentir. D'emblée, on admet qu'ils vont nous dire la vérité, qu'ils sont sincères avec nous. Donc cette transgression d'une règle morale, c'est ça qui provoque autant de réactions de la part des gens. Donc on se sent soi-même un petit peu sali par un mensonge qui est commis comme ça devant nous. Tout à fait. On est pris à témoin et pris en otage par ce mensonge. Oui, et puis on fait confiance à nos élus, quels qu'ils soient, qu'on ait voté pour eux ou pas, mais on fait confiance aux élus, on fait confiance à ces gens qui nous gouvernent, on fait confiance à ces gens qui nous dirigent. Et donc quand on voit que la confiance a été trahie, puisque c'est ça le mensonge, quand on voit que la confiance a été trahie, c'est là qu'évidemment on est extrêmement en colère. Merci Claudine Bilan d'être venue ici nous essayer de nous faire comprendre un petit peu ce qu'il peut y avoir dans la tête d'un menteur. Et je rappelle votre livre, si on veut comprendre et poursuivre, ça s'appelle Psychologie du menteur chez Odile Jacob. Alors on va continuer et on va continuer à explorer cette question de l'exil fiscal, de l'évasion fiscale, de la fraude, puisque vous le savez, aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'Europe, on essaye d'endiguer ce mal-là. Mais voilà, mettre son argent